aujourd'hui on vous parle de la Mais de quoi parle-t-on? Bonjour à tous, blablabla. Bonjour à tous, et aujourd'hui on voit comment le client digital oblige l'entreprise à revoir complètement son organisation. Et on voit ça directement sur Digitalmen. C'est parti. Bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Digitalmen. On va donc vous parler aujourd'hui d'un sujet passionnant puisqu'il est la conséquence de beaucoup de modifications en interne. On va donc parler de déstratification. Je laisse Anne poursuivre sur la baseline. Oui, voilà, surtout qu'ils nous ont trouvé un titre absolument formidable. Donc le digital, séisme organisationnel, jusqu'où s'immisce-t-il? Oh, voilà. elle l'a dit. J'ai réussi le titre, je pense que là j'ai fait le boulot. C'est bon, tu peux y aller, enchaîner merci. sur le constat. Donc le constat, Lionel, c'est que le nouveau client digital oblige l'entreprise à se restructurer. Oui, déjà le client digital, il a une puissance que jamais un client par le passé n'a eu face à une entreprise, à un service, à un produit. Et ce client aujourd'hui, par sa puissance, il est fort exigeant. On l'a vu dans une précédente vidéo, totalement. Ça oblige les entreprises à redéfinir leurs offres. Ce client, par sa puissance via les réseaux sociaux, vous avez pu le voir dans une précédente vidéo aussi que l'on avait fait sur l'obligation pour les entreprises de travailler sur les réseaux sociaux. Salut Marc. Le client est extrêmement puissant également dans sa puissance de parole. Donc forcément, ça oblige l'entreprise à se restructurer, probablement parce que le client... elle va se considérer que ce client, il faut le servir et c'est lui le plus important, donc il faut le mettre au centre. Oui. Nécessité d'exigence, de transparence, on ne reviendra pas sur les social media, mais clairement il y a effectivement des points de contact chauds qui nécessitent une refonte extrêmement forte du système organisationnel. Oui, et puis comme vous le disiez dans cette précédente vidéo, certes il faut écouter le client et lui répondre sur toutes ces plateformes parce que ça fera une vraie différence. Un hôtelier qui répond à tous les commentaires qu'on peut avoir. Nous ne disons rien, nous ne faisons que constater le marché. Oui, exactement. Private joke. Mais c'est vrai qu'un hôtelier qui répond à chaque commentaire, il y aura totalement. une différence entre celui qui ne répond pas aux commentaires de ses clients. Après, ça passe aussi sans doute par une personnalisation de l'offre, parce qu'on voit que les clients sont très friands des offres très personnalisées, comme leur font des services comme Netflix, Amazon, Deezer, qui vont faire des recommandations en fonction de leur recherche. Et puis aussi, ça passe évidemment par un réajustement de l'offre rapide, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être à l'écoute des remarques faites par les clients. Et vous voyez par exemple que Jeff Bezos, donc Amazon, qui est très connu pour être très concerné par les retours de ses clients, au point de laisser son adresse professionnelle publique. Alors, je ne sais pas comment il se débrouille pour gérer sa boîte mail. Il y a une sous-traitance d'enfer. Je pense aussi. mais le résultat, c'est que par exemple, quand il a racheté le Washington Post, il a reçu un mail d'un client qui se plaignait du temps de chargement de l'appli. Et ben, il a immédiatement été voir son DSI pour régler ce problème. Et je pense que ça peut faire une vraie différence. Et que derrière, on peut vraiment avoir des clients, on peut vraiment perdre des clients pour des détails de ce type-là. Donc, il faut réajuster son offre en permanence en fonction des retours que vous avez. Et ça demande d'être agile en plus. Ah, clairement agile. Par contre, tu dis une chose qui est excessivement importante, parce qu'on prend l'exemple d'un top manager, mais en l'occurrence, toute l'organisation, dans sa modification, doit être accompagnée par le top management. C'est un enjeu extrêmement fort. Ah oui. Il faut être client-centric. Exactement. Donc est-ce que l'agilité, c'est une première réponse à cette mise au centre du client? Puisque là, on est énervé, mais tu es revenu en arrière, je crois. Donc on repart en avant, oui. C'est ça. Ça roule. Ça roule, c'est bon. Cut. En même temps, les notes sont très légères. Extrêmement légères. Donc l'agilité, solution, déjà dans un premier temps pour l'entreprise. Oui, totalement. Qui en parle? C'est Anne. C'est Anne. C'est moi qui parle de l'agilité. Oui, c'est toi qui expliques ce que c'est. Moi, la préparation de ouf. Vous me déchirez, les gars. Aujourd'hui, je sais pas. Moi, je donne juste un petit exemple ensuite Il y a des pour donner éclairages. l'impression que je connais parfaitement la définition de l'agilité. Alors, on reprend l'agilité en 4. Non, l'agilité, elle est nécessaire. C'est-à-dire que dans l'organisation, c'est la grande difficulté d'avoir plusieurs formes d'agilité, parce qu'il y a l'agilité qu'on connaît, qui est l'agilité organisationnelle. C'est l'agilité aussi mentale et personnelle propre à chaque collaborateur.
d'accepter des modifications permanentes et de pouvoir trouver en lui des leviers de formation continue, d'adaptabilité, puisqu'on est bien vraiment sur un phénomène darwinien qui consiste à faire intelligent. Oui. Si vous ne comprenez pas, vous repassez la vidéo, ça nous fera des fois vues. Et darwinien qui fait qu'effectivement, on doit s'adapter à des nouveaux modes de fonctionnement en perpétuelle évolution. Et donc, cette nécessité d'adaptation, c'est comme ça qu'on survit, parce qu'on s'adapte, c'est pas parce qu'on est... c'est un gros challenge RH, hein, on l'a vu dans une précédente vidéo sur les différentes typologies de collaborateurs, c'est un gros challenge RH. Parce que l'entreprise aujourd'hui, elle a cette nécessité d'être réactive, mais elle ne doit pas non plus pressuriser ses collaborateurs. Donc il faut qu'il y ait à la fois la réactivité, mais aussi le bien-être, mais aussi l'entente. Et l'agilité sert à ça aussi, puisque l'agilité, c'est aussi l'art et la manière de faire des communautés de projets. On ne reste pas coincé dans sa fonction, coincé dans sa transversalité, effectivement. On n'attend pas que son chef dise OK, on est impliqué dans un projet, et en fait c'est un objectif d'équipe que l'on a dans l'agilité, alors que la plupart du temps on a un objectif personnel qui vous est donné dans votre entretien annuel. L'objectif, alors, et ça donc ça fait écho, c'est là que la transfo digitale est aussi un enjeu RH, c'est comment est-ce qu'on évalue les collaborateurs dès lors que les objectifs sont partagés et donc les responsabilités, alors que les fiches de poste restent, elles, individualisées. Exactement. Donc, ça fait écho à beaucoup de choses qui sont passionnantes, tout simplement. Parce que mais là, ça change même les plans de carrière. Pour les entreprises alors il y a quelques banques on pourrait citer quelques personnes, on va essayer de ne pas faire trop long, mais qui ont déjà opté pour ce type d'organisation pour des communautés de projets, et ça change, c'est vrai, les plans de carrière, parce que habituellement on était dans sa fonction, et puis après on prenait le poste de son sous-chef qui lui devenait chef, etc. Là aujourd'hui, quand on participe à un projet, on arrive avec ses compétences, mais une fois que le projet est terminé, qu'est-ce qu'on fait ? On ne monte pas forcément. Donc ça demande à repenser tous les plans de carrière que certains collaborateurs se font quand ils rentrent notamment dans des grosses entités qui ont de multiples projets. Après, aujourd'hui, on a des exemples de grandes entreprises qui ont déjà commencé à utiliser ces techniques et où ça a l'air de plutôt bien marcher, parce que je lisais des exemples par exemple chez General Electric qui explore ces méthodes-là et qui a fait des projets en utilisant ces méthodes-là et avec des équipes réduites, qui avaient une grande autonomie et où les clients étaient impliqués très tôt, donc ça leur permettait d'avoir très vite des retours sur les faiblesses de leur prototype, de les corriger très en amont, et je crois qu'ils avaient eu des résultats assez intéressants. Ils avaient développé des produits en quelques mois et du coup ils étaient en train d'étendre ça à d'autres métiers. En quelques mois. C'est-à-dire ça oblige c'est-à-dire si on est dans une culture du résultat. L'agilité, c'est aussi faire fi des process, qu'ils soient aperçus, qu'ils soient écrits, et avoir une agilité de production qui permette de sortir des livrables beaucoup plus rapidement. Ça oblige aussi les organisations à faire fi de certains process, de certaines validations. On en reparlait dans une autre vidéo, mais on re-responsabilise aussi, parce que le fait de travailler en équipe force à prendre ses responsabilités. Oui. L'agilité force à être responsable de ce que l'on fait, pour le groupe. Et d'un autre côté, je reviens un petit peu sur l'enjeu RH, quand on constitue les équipes, eh bien, il va y avoir les moteurs dans ces équipes, les gens qui vont entraîner les autres par leur façon de penser, et puis il y a ceux que l'on va mettre dans l'équipe justement pour les faire monter en compétences ou les faire communier dans cette méthode de pensée. On revient à un bien-être à l'entreprise, puisqu'on valorise la compétence et l'individu. On valorise tout le temps. Et ça change beaucoup de choses. Alors les structures, par contre, toutes les structures qui ne se sont pas constituées de cette manière-là, est-ce qu'elles ont un avenir incertain ? Ça veut dire que déjà, ces structures-là, la plupart du temps, ce que l'on observe, c'est qu'elles sont restées très stratifiées. Oui. Alors si elles sont restées très stratifiées, vont-elles devoir se déstratifier, c'est-à-dire finalement retirer quelques échelons intermédiaires, mettre fin à certaines baronnies, et finalement on a des communautés de projets, on a une communication verticale plus efficace et plus rapide, plus fluide. Alors, je vous rappelle qu'on parle de ça en conséquence du client digital. Oui, à l'intérieur de l'entreprise, la communication, elle se fait par tous les moyens qui sont à sa disposition. C'est pas le fait de dire les collaborateurs ne tweetent pas entre eux pour faire un projet agile. La problématique n'est pas là. C'est la réponse organisationnelle de l'entreprise à un client qui lui a changé. Totalement. Non, je recentre un peu. Non, mais tu as raison, parce qu'on discute, on échange, mais je ne sais pas si vous nous suivez en fait. Mais alors quel modèle on peut utiliser ? Est-ce que l'idée c'est de mettre tous les collaborateurs au même niveau avec juste un chef ? Qu'est-ce qu'on a comme modèle dans cette... Mathieu qui fait de nombreuses conférences en entreprise. Oh oui. D'ailleurs vous avez nos coordonnées dans les slides qu'on vous met à disposition. Ce sera avec grand plaisir qu'on viendra.
C'est bien en parler, ça. C'est le souci de l'organisation au râteau. C'est le syndrome du râteau. Parce que finalement, on va déstratifier. On déstratifie parce qu'on va mettre c'est l'armée mexicaine. Donc généralement, on a des sous-chefs de chefs de chefs. Et donc, dans l'idée, c'est quoi? C'est un manager qui finalement va gérer 50 bodies en dessous. Problématique extrêmement forte, c'est comment est-ce que je peux moi-même tout seul gérer 50 personnes. Ça, on pourrait croire que le digital ou les outils que nous apporte le digital vont nous permettre de solutionner plein de problèmes de management. Non. Le digital ne fonctionne que dans l'entreprise, que s'il y a de l'humain. On repositionne le client, ok, on repositionne l'humain au cœur du dispositif. Donc on est bien effectivement sur le développement d'une valeur humaine ajoutée propre à chaque collaborateur qui va les amener à s'épanouir et à s'accomplir de l'autre manière. Et l'organisation en râteau n'est pas non plus la réponse. Il faut trouver le bon intermédiaire. Par contre, et c'est là l'enjeu qui est important, c'est de parler d'entreprise libérée. Parce qu'est-ce que c'est pas non plus à terme, à force de vouloir être agile, à force de vouloir être actif, à force de vouloir re-responsabiliser et de déstratifier, d'avoir des organisations plus souples et plus fluides, est-ce qu'on n'est pas dans le concept à terme et extrême de l'entreprise libérée, soit la chasse aux sorcières du cadre dirigeant? C'est la question qu'on pourrait se poser. Voilà. Mais on verra d'ailleurs dans une prochaine vidéo sur l'influence justement de la start-upisation des entreprises. C'est-à-dire que finalement, on a certaines entreprises qui vont considérer les équipes projets comme des mini-startups. Certaines entreprises qui ont beaucoup de fonds rachètent des startups ça directement. Va plus vite. Donc là, ça va plus vite pour leur R&D. Mais certaines entreprises vont organiser leur R&D comme de mini-startups. On est là sur de l'agilité, on est sur de l'objectif projet. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que quand on n'est pas fait pour ça ou qu'on n'a jamais été constitué de cette manière-là, typiquement quand je vois certaines banques qui rachètent des startups alors que ce n'est pas du tout leur mode de fonctionnement, ça reste malheureusement souvent les ovnis qui sont au 5e ou 8e étage et puis on ne sait pas trop ce qu'ils font, ils s'amusent entre eux et il y a vraiment un fossé qui se crée entre à la fois les acteurs historiques de la boîte et puis ces startups qui sont incubées avec des modes de fonctionnement. Je vous rappelle qu'une startup, normalement, il n'y a pas véritablement de modèle économique connu. On ne sait pas exactement comment on bosse parce qu'il n'y a pas de process, c'est que des process perçus et que on se retrouve à devoir abattre du travail, à produire et c'est la culture du résultat. C'est un type de fonctionnement qui n'est pas un fonctionnement de société. Et sans rebondir sur l'actualité et sur la loi travail, on voit bien toute la difficulté qu'il y a à s'entendre quand on est partenaires sociaux et entreprises sur le temps de travail, la forfaitisation des heures, ce qui est évidemment fait en permanence dans les startups. Mais il ne faut pas penser, parce qu'on a souvent l'impression qu'à partir du moment où les gens sont là impliqués et sont entre 9h du matin et 20h du soir sur leur projet, que ce sont devenus des esclaves. C'est que justement les RH ont su les impliquer, ont su leur donner des objectifs, ont su leur donner peut-être aussi des primes sur les objectifs, tout simplement, et que tout le monde fait partie du même bateau. Prime de rémunération régulier. On va essayer de finir quand même. On va essayer de finir parce que sinon on pourrait parler, c'est un sujet tellement vaste. Est-ce que tu veux faire la conclusion, Anne? Parce qu'on a beaucoup parlé avec Lionel. Oui, je peux essayer de résumer un petit peu. Tu veux te placer entre les deux? Voilà, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Je pense que la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est que les grandes et les petites entreprises, le rapport de force a changé entre les grandes et les petites entreprises. Les petites entreprises ont aujourd'hui des outils qu'elles n'avaient pas à disposition auparavant, qui leur permettent, que ce soit les plateformes de crowdfunding, que ce soit les réseaux sociaux, les outils de publicité. Crowdfunding, financement participatif. Voilà. L'infrastructure à la demande, elles ont plein d'outils qui leur permettent aujourd'hui de s'imposer sur des marchés et de se faire connaître du grand public. Donc aujourd'hui, les grandes entreprises, elles doivent régler en fait les points sur lesquels elles sont à la traîne, qui sont le fait qu'elles sont moins tournées vers le client que ces petites sociétés et le fait qu'elles sont moins réactives. Et là, à l'heure actuelle, elles ont tellement de petites entreprises qui arrivent à les concurrencer sérieusement qu'elles n'ont plus vraiment de choix et il faut... Des disruptions, des barbares. Voilà. Donc on peut donc considérer qu'une transformation digitale, mais surtout cette capacité à être agile et à réduire significativement le nombre de strates ne passera bien que s'il y a l'appui très significatif, soit du COMEX, soit du CODIR, soit du top management en général, à commencer par le CEO qui doit être véritablement le fédérateur du projet global d'un groupe. Ça ne fonctionnera pas sinon. Bon, COMEX, un comité exécutif, CODIR, comité de direction. C'est ça, exactement. Voilà. Des gens qui n'ont pas forcément le digital en front sous leurs yeux tous les jours. Et pourtant, ils doivent mesurer les impacts sur l'organisation, parce que c'est de leur responsabilité. Ouais, mais d'un autre côté, ils savent que s'ils ne réorganisent pas efficacement, leur société perdra du terrain ou se fera manger soit par leurs concurrents, soit par de vilains barbares. Ça pourra faire aussi l'objet d'une autre vidéo.
Bref, on a plein de vidéos en backup. Voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie. On est en direct du pôle universitaire Léonard de Vinci, à l'Institut de l'Internet et du Multimédia à Paris La Défense. Et puis ben, on va se quitter sur ces belles paroles. Merci Anne, merci Lionel. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Bye bye. À bientôt.